Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Anomia. Je m'appelle Valentin Tonti-Bernard et j'ai décidé de créer ce podcast pour que vous puissiez connaître la vraie vie des avocats, mais surtout leur business. Anomia, c'est un cabinet de conseil en stratégie qui intervient uniquement pour les avocats. Nous intervenons via de la formation, du coaching et également des missions de conseil en stratégie. Aujourd'hui, mon invité du jour n'est autre que Emmanuel Avramesco. Emmanuel est avocat associé au sein du cabinet Assafo & Co. Assafo est un cabinet qui n'intervient que pour l'Afrique ou sur des opérations à consonance africaine. Un positionnement extrêmement précis et extrêmement clair dont Emmanuel s'est bien sûr entiché. Emmanuel va vous raconter la vie de ce cabinet d'avocats, sa construction, sa création, son développement et également celui de sa pratique, de son parcours. Au sein de cet épisode, vous découvrirez un avocat qui a changé quelque peu de pratique au fur et à mesure de son parcours et qui aujourd'hui a trouvé un positionnement clair, précis, qui lui permet d'être performant sur le marché. Je vous souhaite une excellente écoute. Eh bien écoutez, bonjour maître Emmanuel Avramesco, je suis ravi que vous me receviez aujourd'hui dans le cabinet dans lequel vous êtes associé, Assafo & Co, situé 63 avenue des Champs-Élysées à Paris. Bonjour maître Avramesco. Bonjour Valentin, merci à vous de vous être rendu jusqu'ici. Eh bien écoutez, c'est avec grand plaisir, c'est toujours un plaisir de venir sur les Champs-Élysées dans d'aussi beaux cabinets d'avocats parce que chers auditeurs, vous ne le voyez pas, mais on a des volumes impressionnants au sein de ces cabinets. Mais bon, on n'est pas là pour parler architecture, on est surtout là pour parler de vous maître. Qui était maître Avramesco avant d'avoir le titre de maître? Oula, c'est un vaste programme. Il faudrait sans doute la voix de Frédéric Mitterrand qui raconte la vie du petit Emmanuel, mais je le fais très mal donc je ferai pas l'imitation. Parcours assez classique, arrivé en droit sans trop savoir pourquoi à l'époque, très curieux de beaucoup de choses et finalement le droit remplissait un besoin de curiosité et ça a tout de suite fité. Voilà, à la différence de pas mal de certains de mes copains qui se retrouvaient sur les mêmes bancs de la fac que moi et qui pour certains ont quitté au bout de 3 mois, d'autres au bout de 6, d'autres au bout de 2. Enfin, moi, ça s'est bien passé. Pas mal d'intérêt pour la matière. Vous allez voir que c'était quand même assez court-termiste, jusqu'en 2e année où là je me suis confronté au droit administratif et autant vous pouvez rencontrer vraiment des choses dans la vie qui vous font du bien et qui vous font plaisir et autant il y a certaines matières qui sont plus compliquées que d'autres et moi il y a eu un véritable désintérêt pour la chose administrative, je ne devrais pas le dire parce que j'ai une associée en droit public, si elle m'entendait je pense que vraiment on aurait une explication mauvaise, mais tout ça pour dire que non seulement le droit administratif, ça n'a pas été un grand amour, mais ça a été assez réciproque et le droit administratif m'a pourri mes vacances de 2e année. Donc j'ai réfléchi et puis j'avais fait du droit constitutionnel en première année que pour le coup j'avais vraiment beaucoup aimé. Et du coup, je me suis orienté vers des études de sciences politiques. Donc j'ai fait un doc de droit et puis je suis parti en licence de sciences politiques essentiellement pour retrouver le droit constitutionnel. Et notamment le même prof qui avait été mon prof de première année, voilà. Le professeur Lovo. Et donc j'ai fait licence maîtrise de sciences politiques, alors avec toujours, puisque c'était Assas, donc toujours quand même une forte composante de droit. Et puis cette curiosité m'a amené à m'intéresser un peu à d'autres choses. Donc j'ai fait en parallèle de ces 2 années-là l'Institut des hautes études internationales qui dépend également d'Assas, qui est un cursus plus orienté droit international, relations internationales, sciences politiques, donc que j'ai fait à côté. Et puis une fois que j'ai fait tout ça, que j'ai fait ma maîtrise de sciences politiques, là je me suis posé beaucoup de questions, je ne savais pas trop, j'ai été accepté en DEA de sciences politiques, donc on repartait pour 1 an avec un mémoire finalement sans trop savoir, et puis je me suis dit bon allez, on a esquivé le droit administratif, on va peut-être essayer de revenir vers le droit privé et donc je suis retourné en cursus de droit, donc en maîtrise de droit international option privée, donc avec tout le droit des affaires,
et du droit international privé à très haute dose. Et j'ai ensuite continué sur un master de contentieux du commerce international où j'ai appris un peu le contentieux judiciaire et le contentieux arbitral, du moins en théorie. Et après, du coup, vous passez le barreau. Et après, dans la foulée, je passe le barreau, absolument. Donc passer le barreau, ça constitue essentiellement à bûcher un été dans une prépa parisienne, pas loin de la Palette, donc beaucoup plus de temps sans doute passé en terrasse de la Palette que dans les amphis de la fac de médecine où avait lieu la prépa. Mais néanmoins un été très sympa, très studieux, le barreau qui se passe bien et donc l'école du barreau ensuite pendant, alors c'était 1 an et demi, je crois que depuis ça a un peu changé ou c'est peut-être revenu 1 an et demi, je ne suis plus les multiples réformes, mais donc voilà, EFB, avec sans doute ce que beaucoup de gens ont pu vous dire ou ce qu'on a pu entendre. Un jugement assez mitigé. Un jugement assez mitigé sur cette école. Une école de la vie, oui, une école de la profession aussi. Des bons copains rencontrés et qui sont toujours là aujourd'hui. Donc ça, de ce point de vue-là, c'est pas mal. Et puis, non, beaucoup plus sérieusement, la possibilité de faire des stages et donc véritablement d'apprendre le métier dans le cadre de l'école du barreau qui permet, oui, quand même d'offrir un gage de sérieux parce que j'avais fait un stage en cabinet d'avocat avant ça, qui était, je ne vais pas dire un stage découverte parce que j'ai trop de respect pour mon ancien maître de stage, mais c'était pas loin, voilà. Et donc en revanche, l'école du barreau permet là précisément, oui, d'entrer de plein pied dans la profession. Très clair. Et donc finalement, vous esquivez le droit admin, vous faites des études de sciences politiques, vous faites l'Institut des hautes études internationales, vous retournez vers le droit, vous allez faire du contentieux, vous allez à l'école d'avocat et là, vous rentrez dans le vif du sujet. Est-ce que lorsque vous rentrez dans le premier cabinet dans lequel vous êtes collaborateur, vous vous attendiez à ça de la profession ou est-ce que vous êtes agréablement surpris, plutôt frileux, ou vous vous posez des questions? Alors, disons que j'étais pas surpris parce que j'ai eu la chance de faire un stage qui a duré 1 an mis bout à bout. Alors quand on dit petit cabinet, ça peut sembler un peu péjoratif, mais je dis petit cabinet en taille puisque à l'époque il y avait 3 associés et qui vraiment m'a permis de découvrir ce qu'était la vie, le travail, le quotidien d'un avocat qui fait du contentieux. Alors c'était un contentieux un petit peu particulier parce que c'était beaucoup de contentieux du commerce international et notamment du contentieux maritime ou du contentieux transport. Il y en a assez peu en France et donc c'était véritablement une petite niche. Et l'avantage d'être dans un cabinet avec une équipe assez réduite permet d'être impliqué véritablement sur les dossiers, d'apprendre très vite et de rentrer dans le vif du sujet. Donc quand j'ai prêté serment et que je suis entré entre guillemets dans la grande vie, même si ça restait le petit tableau, je suis pas sûr que ça existe encore le petit tableau, mais bon, on peut quand même continuer de parler comme ça. Carrément. Non, j'ai pas été tellement surpris. Moi, j'ai commencé dans alors pour le coup, ça n'avait rien à voir, c'était vraiment l'autre côté de l'échelle, dans un mastodonte mondial, puisque j'ai commencé chez Baker McKenzie à Paris, dans leur équipe contentieux. Alors, finalement, pas de surprise, pas de nouveauté, un travail sensiblement celui auquel je m'attendais. Bon, peut-être de la difficulté dans certains de ces grands cabinets internationaux qui est que le contentieux peut être plus une fonction support qu'un fer de lance de l'activité. Et donc de ce point de vue-là, peut-être une petite déception qui m'a amené assez vite à considérer d'aller chez un pure player. Et où donc là, je suis allé chez Reinhardt Marviltor, qui est un cabinet français indépendant, qui est une superbe... je ne vais pas dire boutique, mais qui est un superbe cabinet droit des affaires avec une équipe contentieux qui à l'époque, mais qui toujours est une des plus belles de la place.
Et donc j'ai choisi effectivement d'aller plus me confronter à ça plutôt qu'à la grosse machine américaine. Ok, très clair. Et du coup, à ce moment-là, quand vous étiez chez Reinhardt, est-ce que vous commenciez déjà à développer votre activité ou est-ce que vous étiez plutôt dans une phase d'apprentissage ou est-ce que vous arriviez à coupler les deux? Alors non, moi j'ai tout de suite, quasiment tout de suite, voulu commencer à développer. Alors pour plusieurs raisons. Déjà la première, c'est parce que je considérais que c'était ça le métier, quoi, et que le métier c'est de se retrouver en front line avec des clients, à gérer leurs problématiques et sans doute de temps en temps en avoir mal au ventre et à mal endormir la nuit. Et puis, je me souviens très bien, mon premier dossier perso, c'était le papa d'une de mes amies qui me l'avait confié. Il m'en avait même confié deux d'un coup sur des sujets contentieux, mais plutôt droit immobilier, ce qui n'était pas du tout ma spécialité à l'époque. Mais le contentieux a ça de merveilleux qu'on apprend beaucoup de choses au gré des dossiers. Et je me suis souvenu de la première lettre de mise en demeure que j'ai eu à rédiger moi-même dans mon propre dossier. Bah, je peux vous assurer, et ça c'est vraiment le meilleur apprentissage, qu'entre la lettre de mise en demeure que vous faites dans le cadre de votre collaboration, où au final vous savez que vous avez un associé derrière qui va relire et qui va vous corriger les trucs, donc vous la faites en 1 heure, ça va vite. Quand c'est votre dossier, quand c'est votre première lettre de mise en demeure, je peux vous assurer que vous passez une demi-journée à traquer la virgule et à vous dire mais si je mets la virgule là, est-ce que le sens de la phrase change et est-ce que c'est le sens que je veux lui donner? Et vraiment on en est là. Et donc ça apprend une rigueur et à aller chercher véritablement ce que vous voulez transmettre. Et de ce point de vue-là, j'ai tout de suite voulu le faire et j'ai trouvé ça fondamental. En plus de, bien évidemment, apprendre à gérer une relation client, apprendre à facturer un client, et au début toujours de se dire mais vraiment je vais envoyer cette facture-là, ce montant-là, mais c'est presque un peu cette peur avant d'envoyer la facture qu'on apprend à gérer et encore heureux parce que sinon on ne ferait pas ce métier. Mais voilà, donc c'est tout de suite j'ai voulu me confronter effectivement au dossier perso. Ouais. Et alors comment vous allez les chercher et comment vous avez travaillé justement sur cette politique de prix ou de facturation? Alors, il y a quand même un peu d'artisanat là-dedans et c'est tout le charme, du métier. Comment je vais les chercher? Très honnêtement, en tant que collaborateur avec une collab qui prend déjà pas mal de temps, en réalité, vous n'allez pas tellement les chercher. En réalité, c'est plus les dossiers qui viennent à vous. Alors, je suis quelqu'un je suis toujours beaucoup sorti, j'ai toujours rencontré beaucoup de monde, donc en réalité, il y a toujours aussi cet échange qui se fait. Vous rencontrez quelqu'un, tu fais quoi dans la vie? Je suis avocat. Ah, bah, c'est sympa, bah, tiens, j'ai besoin, ou tiens, ah, j'ai un copain qui m'a parlé d'eux. Voilà. Et en fait, ça se fait un peu comme ça, naturellement, au gré de la confiance que vous instaurez avec les gens, les échanges que vous pouvez avoir. Voilà. Et puis sur les tarifs, ça vous appliquez un peu sans le savoir la véritable philosophie de l'avocat qui est de dire les honoraires c'est un peu en fonction de l'état de richesse de votre client. C'est-à-dire que si vous êtes sur une entreprise, vous avez moins de scrupules à envoyer une facture. Si c'est un particulier, parce qu'au début, vous avez aussi des particuliers qui viennent vous voir avec, je ne vais pas dire leurs soucis du quotidien, parce que le but n'est pas non plus de gérer les chiens écrasés de Madame Michu, même si ça a son intérêt, hein, je le nie pas. Mais donc vous adaptez vos honoraires à ça. Ouais. Ok, très clair. Donc, vous allez chez Reinhardt, vous restez combien de temps? 5 ans? Je reste, vous êtes bien renseigné, absolument. Depuis ça, effectivement, mes baux sont des baux de 5 ans. Je suis resté 5 ans chez Reinhardt, à faire beaucoup de contentieux corporate, donc du litige entre actionnaires, litige post-acquisition, garantie de passif et autres. Et puis, ça, c'était vraiment la grosse majorité de l'activité.
Et puis une activité pénale, parce que Jean Reinhardt faisait et fait d'ailleurs toujours du pénal, et il a eu la gentillesse de me faire travailler sur certains dossiers avec lui en pénal. Et c'est finalement là où, sans le vouloir, quelque chose s'est amorcé. C'est que oui, du contentieux corporate, oui, un peu de pénal. Et puis aller savoir pourquoi, parce que je n'ai pas véritablement le physique de l'emploi et je n'étais pas particulièrement prédisposé à ça. Les premiers dossiers avec une composante entre guillemets africaine. Ça pouvait être du pénal, ça pouvait être du contentieux commercial, ça pouvait être en France, ça pouvait être en Afrique, ça pouvait être de l'arbitrage. Et donc ce premier goût pour les dossiers contentieux avec une coloration africaine, voilà, et qui ensuite a continué plus fortement chez Auric Rambaud Martel. Donc effectivement, vous l'avez dit, je suis resté 5 ans chez Reinhardt. J'y étais très bien, c'est vraiment, comme je l'ai dit tout à l'heure, une superbe maison et puis une opportunité qui se refuse pas, qui m'a amené à changer. Puis je voulais aussi voir un peu ailleurs comment ça se passait. C'était pour moi un peu le meilleur des deux mondes, dans le sens où c'était quand même à la base Rambaud Martel, qui en termes de contentieux puis de cabinet des affaires était, je veux dire, une des plus belles cartes de la place parisienne. Et puis avec la force de frappe de ce que pouvait être un cabinet américain en pleine expansion, en pleine croissance, et ce qui a été le cas par la suite. Et donc je vous disais que les baux étaient de 5 ans. Oui, effectivement, je suis resté aussi sensiblement 5 ans chez Auric Rambaud Martel, avec, comme je vous le disais, une activité là essentiellement contentieux corporate, mais avec deux pieds dans deux activités différentes et qui sont un peu par la suite affinées. Pas mal dans un premier temps de contentieux liés à des opérations de restructuring, avec à l'époque une équipe qui était menée par Sam Golshani, qui était, d'ailleurs il l'est toujours, mais je parle du temps d'Auric, qui était vraiment une des équipes leaders de la place, qui était sur des opérations magnifiques et qui nécessitaient régulièrement, je ne vais pas dire souvent, mais régulièrement un accompagnement contentieux, alors que ce soit pendant l'opération ou que ce soit après l'opération. Et donc avec ça, de très beaux contentieux. Et puis, il y avait plus exactement, puisque aujourd'hui le département est ici, un département énergie-infrastructure avec une composante africaine extrêmement forte, dirigée par Pascal Agboyibor. Et il se trouve que j'avais du temps de chez Reinhardt bossé pour un client qui était également client chez Auric. Et donc la passation s'est faite comme ça, très naturellement. Et là, pareil, donc une grosse activité avec du contentieux très tourné vers l'Afrique ou vers des problématiques africaines. Vous étiez chez Baker et vous avez décidé de quitter une structure américaine pour venir dans une structure française parce que la grosse machine vous faisait peur et vous rejoignez le cabinet Auric. Est-ce que vous n'avez pas eu peur au début que ça se reproduise ou est-ce qu'au vu de la configuration et de la structuration franco-américaine du cabinet, vous étiez déjà rassuré par cette structure? Alors, c'était pas tellement une peur, mais chez Baker, j'y ai pas trouvé véritablement ce que je cherchais. En gros, je suis arrivé un peu en me disant Baker, c'est quand même l'ancien cabinet de Christine Lagarde. Hein. donc c'est pas tout ça, mais bon, ça doit envoyer. Et bon, on s'est pas rencontrés en termes de public. Et chez Reinhardt, il y avait vraiment une activité très premium. Bon. Donc c'est pas tellement la grosse machine qui me faisait peur.
c'est plus, si vous voulez, un peu l'implantation et la clientèle et l'activité qui allait avec. Voilà. Et comme je vous le disais, chez Auric, pour moi, c'était un peu le meilleur des deux mondes. C'est-à-dire l'activité contentieux chez Auric à l'époque. Et d'ailleurs, je vais être très honnête, quand j'ai rencontré les gens d'Auric, je ne savais vraiment pas ce qu'était Auric. Je ne connaissais pas le cabinet Auric. Je connaissais Rambaud Martel. Et à l'époque, j'avais un peu des étoiles dans les yeux à l'évocation de ce nom Rambaud Martel, et notamment en contentieux. Donc c'est pour ça que je vous disais, c'était un peu le meilleur des deux mondes. C'était vraiment cette superbe boutique française qui avait, entre guillemets, transformé l'essai, c'est-à-dire qui s'était inscrite dans le temps grâce à une fusion avec un cabinet américain qui lui permettait non seulement, sans doute, d'appréhender la transmission de manière plus pérenne, et en plus d'avoir une force de frappe sans doute beaucoup plus importante. Donc de ce point de vue-là, non, il n'y a pas eu de crainte. Et puis surtout, Auric fonctionne, enfin j'imagine que c'est toujours le cas, mais en tout cas fonctionne de manière assez bien, de manière assez intégrée. Donc de ce point de vue-là, il n'y avait pas tellement de difficultés. Et donc 5 ans chez Auric, et vous rejoignez le cabinet Assafo & Co. Pourquoi vous décidez de faire ce départ? Donc je sais que vous aviez une connotation contentieuse colorée africaine telle que vous l'avez dépeint tout à l'heure. Comment on vient vous chercher? Comment on vous propose ça? Pourquoi vous décidez de partir? Alors, en fait, on vient pas me chercher. C'est un ensemble qui est assez intéressant. C'est que l'équipe, le noyau dur d'Assafo, c'est véritablement 5 associés à Paris, 2 associés à Abidjan, et avec lesquels je travaillais quasiment au quotidien, qui ont eu cette réflexion, parce que c'est plus que de l'intuition, c'est véritablement une réflexion basée sur leur connaissance, de leurs clients, de leur dossier, du marché sur lequel ils évoluent. Un constat assez simple, mais il fallait le faire, de se dire, voilà, aujourd'hui, on travaille vis-à-vis ou en Afrique ou pour l'Afrique, de manière générale. C'est toujours un peu gênant de dire on travaille bon, mais vous comprenez le sens du propos qui est un peu global. Bon. Et de se dire, voilà, c'est un continent qui est extrêmement prometteur dans le sens où qui est appelé à une croissance extrêmement forte. Toutes les études de la Banque mondiale, du FMI et autres présentaient le continent africain comme ayant amorcé vraiment sa révolution industrielle, technologique, financière et étant au début de cet essor. Un continent qui est composé de 54 pays différents, donc 54 régimes juridiques potentiellement différents, avec des zones qui sont communes, avec des droits qui sont communautaires, donc avec beaucoup de choses à y faire, avec des marchés qui sont structurés, avec des marchés qui le sont moins. On ne peut bien évidemment pas comparer le Nigeria, qui est un pays de 200 millions d'habitants, qui est déjà extrêmement structuré, qui est mature au niveau du droit, avec d'autres États. Et un constat qui est que de plus en plus d'opérateurs internationaux veulent travailler là-bas ou envisagent le continent africain comme étant le coup d'après dans leur développement. Et puis, quand vous regardez, en réalité, au niveau du marché juridique, c'est un marché qui est très éparpillé, qui est très local, avec essentiellement alors des conseils locaux, enfin des avocats dans chaque pays, et puis en termes de cabinets internationaux, finalement une offre, je ne vais pas dire assez pauvre, mais en tout cas à laquelle il manquait quelque chose. Je m'explique. La plupart des cabinets, et d'ailleurs Auric en était un exemple jusqu'à la création du bureau d'Abidjan, la plupart des cabinets internationaux qui travaillent en Afrique ou qui ont un desk africain ou qui ont une activité africaine, généralement pilotent ça de Paris, de Londres, allez,
vraiment pour les plus téméraires et les plus courageux, d'Algérie, du Maroc ou de Tunisie, rarement, voire jamais en dessous. Certains, alors les Australiens, les Américains, les Canadiens, peut-être de temps en temps prenaient le chemin inverse et allaient en Afrique du Sud. Mais dans l'entre-deux, rien, pas grand-chose. Et donc la réflexion de cette équipe a été de se dire, là il y a quand même un trou, parce qu'on a nous quand même quelque chose à offrir, à savoir créer un cabinet international avec tout ce que nous on a appris, toutes nos pratiques, toutes nos bonnes pratiques, mais sur place, c'est-à-dire implanté sur le continent. Et donc, en réalité, l'idée de base, c'est celle-là. Et donc, quand l'équipe est partie d'Auric pour créer Asafo, il y a cette réflexion qui est plus qu'amorcée, qui est implémentée, avec tout de suite, enfin quasiment tout de suite, un bureau à Paris, un bureau à Abidjan, une présence en Afrique du Sud, très très vite un bureau à Casablanca, et donc entre guillemets le puzzle se met un petit peu en place. Et puis comme je vous disais, moi c'est une équipe avec laquelle j'ai beaucoup travaillé. Un de mes associés me faisait la blague en me disant sur certains dossiers, c'est vrai que tu passais plus de temps avec nous qu'avec ta femme, et c'était pas faux. Et donc on n'a jamais perdu le contact, on a toujours continué à discuter, et puis finalement le choix était assez vite fait parce que l'aventure me paraissait, me semblait tellement belle, il y avait tellement de choses à faire. Accessoirement, il y avait aussi chez Auric, avant mon départ pour Asafo, ce que j'appelle toute une bande de jeunes. Ça peut sembler un peu drôle, mais ça fait un peu le péril jeune, mais en tout cas toute une génération, voilà plus exactement, qui montait, qui comme moi était off counsel ou jeune associé, et donc avec lesquels on pouvait se projeter, on pouvait envisager de faire des choses. Et puis les cabinets d'avocats, qui plus est les cabinets d'affaires, sont ce qu'ils sont, et puis certains partent, et certains départs entraînent d'autres départs, et puis certains départs, et puis au final vous vous retrouvez avec tout ce socle, toute cette génération avec laquelle je montais et qui aujourd'hui se retrouve disséminée dans de très belles maisons. Que ce soit d'ailleurs des maisons existantes ou des maisons qu'ils ont créées, mais donc sans ce socle. Et donc là vous vous dites, ouais, donc en fait le pari du futur, il est peut-être plus là, il est peut-être ailleurs, et donc voilà. Et donc c'est comme ça que la réflexion s'est faite, que l'approche s'est faite, que les échanges ont eu lieu. Et puis encore une fois, c'était ni plus ni moins que la continuité d'un travail que j'avais déjà initié 5 ans avant avec cette équipe avec laquelle je travaillais quasiment au quotidien. Donc, une décision presque logique. Très clair. Donc, vous êtes avocat depuis 2009. Vous passez quand même quelques années chez Baker, quelques années chez Reynard, quelques années chez Auric. Vous avez, j'ai pas fait le calcul, mais un peu plus de 10 ans de bar lorsque vous décidez de partir. Vous êtes off counsel chez Auric. Et là, vous avez un projet qui vous galvanise et qui correspond au traitement quotidien de vos dossiers, qui est finalement traiter du contentieux à coloration africaine, mais piloté non pas seulement de Paris, mais piloté également du continent. Vous dites banco, j'y vais, mais là, vous renoncez à votre rémunération, vous renoncez à la marque, puisqu'on est sur une création de marque, donc c'est quand même beaucoup plus complexe. Qu'est-ce que vous mettez concrètement en place pour vraiment renforcer la structure et se dire ce pari-là, il ne peut pas être perdant? Alors, déjà, il y a un premier point qui est que, en parlant de marque, alors oui, on quitte une marque, ça c'est sûr, c'est évident, on fait un pari, mais alors il y a une telle excitation qu'en réalité ça vous porte. Donc, quitter une marque existante, ok, fine,
mais on passe très vite dessus. Accessoirement, le métier d'avocat, il est quand même très intuitu personné. C'est-à-dire que en réalité, la marque que vous avez envie de créer, enfin, j'ai pas envie de dire que c'est la vôtre, mais c'est celle à laquelle vous pouvez contribuer. Et c'est ça qui est exceptionnel. Peut-être que les cabinets anglais sont sans doute meilleurs là-dessus, ou en tout cas ont réussi un tour de force absolument incroyable, qui est que la marque est au-dessus des individus. Ça, moi je le vois, j'ai des amis qui sont chez des Linklater, chez des Clifford, chez des Freshfield et autres, et on sent effectivement qu'il y a un attachement à la marque et que c'est la marque qui vous porte. Dans les cabinets américains, c'était quand même moins ça. Les cabinets américains, c'est quand même plutôt un système où les individualités coexistent, bien ou mal. Quand ça coexiste bien, c'est gagnant pour tout le monde. Quand ça coexiste mal, c'est plus compliqué. Mais donc de ce point de vue-là, si vous voulez, il n'y avait pas tellement d'attachement à la marque en tant que telle. C'était pas, je ne m'identifiais pas à un auric en me rasant le matin, quoi. D'ailleurs, je ne me rase plus. Mais bon, donc voilà. Et après, le pari, si vous voulez, oui, c'était un pari, d'autant plus à ce stade de ma carrière, parce que tout était à créer, le cabinet était en création, quelque part j'ai contribué à sa création aussi, hein, même sans être dans les fondateurs, mais quand vous arrivez avec une pratique qui n'existe pas, que vous devez installer, que vous devez développer, vous contribuez à ça. Je ne sais pas comment vous dire, il y a un mélange de foi dans le projet, une volonté de bien faire qui vous donne des ailes, quoi. Et donc vous arrivez, vous êtes avec une équipe que vous connaissez, en laquelle vous avez une confiance absolue. Vous savez que la mise en commun va se faire très naturellement, et où sur des sujets corporate, projet, il va y avoir des problématiques contentieuses. Moi-même, je suis arrivé avec aussi mon petit baluchon, avec mes quelques dossiers, et donc vous lancez ça, et voilà. Et puis après, c'est un peu la construction du quotidien. Finalement, la pratique ne change pas. La pratique est sensiblement la même qu'avant. Vous êtes juste plus aux commandes de votre vie. Et donc ça, c'est génial. Et puis, vous construisez une pratique, vous construisez une équipe, vous recrutez, vous allez rencontrer des clients, des prospects, vous parlez du projet. Là où on a de la chance, enfin, c'est pas de la chance, tout ça, c'est du travail, mais c'est que finalement, on a un positionnement qui est extrêmement simple. Puisque on se veut être un cabinet international, dédié à l'Afrique, avec une présence sur place et une expérience de cabinets internationaux qui nous permettent d'appliquer les bonnes pratiques que l'on a eues auparavant dans notre cabinet. Et donc, si vous voulez, on ne va pas se perdre dans un cabinet qui fait de tout et qui fait de rien et qui ne sait pas expliquer son ADN. Nous, c'est assez simple. Et donc le message est assez facilement reçu par les clients, très facilement compris. Et pour les clients qui sont intéressés, qui peuvent avoir des activités en Afrique ou qui s'intéressent à l'Afrique, aujourd'hui, il faut savoir que à Paris, je pense qu'on a sans doute la plus grosse équipe dédiée à l'Afrique. Et sur le continent, on est un des cabinets, pour ne pas dire le cabinet, il faut rester toujours un peu humble, mais intégré là où d'autres procèdent surtout par best friend ou par correspondants locaux ou choses comme ça, et où nous, on peut véritablement travailler sur tout le cabinet. Donc, vous arrivez avec tout ça, en réalité, vous ne pouvez qu'avoir confiance dans le futur. Et c'est un vrai avantage concurrentiel, c'est-à-dire que vous avez une expertise qui est exclusivement dédiée aux travaux et aux opérations sur ce continent. Donc par rapport à la concurrence extérieure ou de cabinets internationaux, ça n'existe nulle part. C'est ça. Et donc c'est exactement ça. Donc c'est
donc encore une fois, ça simplifie le message à faire passer, ça simplifie la compréhension du message, et puis surtout on sait pourquoi on est là et on sait ce qu'on vient faire. Donc si vous voulez, ça revient un peu à ce que je disais précédemment, à ce constat de base qui a été dressé. Auparavant, quand vous vouliez travailler dans un pays africain sur le légal, généralement vous preniez un cabinet international parce que c'était un peu gage de confiance. Bon. Sauf que ce cabinet, encore une fois, piloter ça de Paris ou piloter ça de Londres, éventuellement de Casablanca, bon, très bien. Et puis, si c'était, je ne sais pas moi, au Cameroun, eh ben, il faut prendre un correspondant local. Bon. Et ce qui fait que vous vous retrouviez, en tout cas le client se retrouvait avec soit un interlocuteur, mais qui gérait lui-même un interlocuteur, soit avec deux interlocuteurs différents, avec des pratiques qui ne sont pas les mêmes, avec des tarifs qui ne sont pas les mêmes, à un moment des intérêts qui peuvent être désalignés, donc qui ne sont pas les mêmes. Et donc au final, tout ça rend sans doute l'exercice un petit peu plus compliqué. Et donc l'avantage concurrentiel, en réalité, il est là. C'est que nous, l'offre, elle est intégrée, elle est claire, elle est unique à Paris. Et voilà, donc c'est assez simple de ce point de vue-là. Ça suffit. Ouais. Et vous, Maître Avramesco, vous travaillez en contentieux. Est-ce que vous prenez souvent l'avion pour aller plaider sur le continent africain, ou est-ce qu'on est plutôt sur du pré-contentieux ou de l'audit contentieuse pour éviter justement que les opérations réalisées par le cabinet tombent au contentieux? Alors, il y a de tout. Alors, prendre souvent l'avion ces derniers temps, je ne vais pas vous mentir, je ne vais pas vous vendre du rêve. Non, il y a eu assez peu. Si tout va bien, normalement, je dois partir la semaine prochaine. Et donc, j'espère que tout ça va pouvoir se faire. Mais donc, si vous voulez, il y a et la possibilité d'aller plaider devant les juridictions. Alors, il faut quand même être très clair, qui est que on ne va pas plaider devant n'importe quelle juridiction, n'importe quel dossier. Ma juridiction naturelle, je rappelle toujours quand même, ça reste le tribunal de commerce de Paris. Je veux dire, ça reste le tribunal du bout de la rue. Le tribunal en RDC ou en Côte d'Ivoire, c'est possible pour plusieurs raisons. C'est déjà possible parce que il existe des conventions entre certains États et la France qui permettent une réciprocité, c'est-à-dire à des avocats de barreaux africains de plaider à Paris et inversement à des avocats de barreaux français d'aller plaider devant certains barreaux africains. Ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, c'est surtout que pour la zone principale sur laquelle je suis amené à travailler, qui est la zone OHADA, qui est donc cette zone de droit des affaires ouest africaine, il y a je veux dire, on va dire que les droits entre le droit OHADA et le droit français, c'est une relation de cousinage. C'est pas le même droit, ça clairement pas, mais il y a une forte inspiration. Moi, je me souviens quand j'ai commencé à faire mes premières recherches il y a quelques années dans les codes OHADA, quand vous regardiez à l'époque, alors aujourd'hui ça a évolué, aujourd'hui il y a plus de juridictions locales qui ont de la jurisprudence, mais il y a 6, 7, 8 ans, quand vous regardiez en dessous des articles des différents actes uniformes OHADA, les jurisprudences citées, c'était les jurisprudences de la Cour de cassation française. Ah ouais? Oui. Donc, pour plusieurs raisons, mais ce qui fait que vous ne vous lancez pas dans un droit que vous ne connaissez pas, vous maîtrisez, enfin c'est quand même des concepts de droit qui sont ceux que vous maîtrisez au quotidien, qu'a priori vous savez maîtriser, et avec une application qui est faite par rapport à certains standards que vous maîtrisez et que vous connaissez. Donc de ce point de vue-là, c'est plus simple. Donc pour répondre à votre question, je suis toujours trop long, oui, il y a de la plaidoirie, de l'activité juridictionnelle devant les juridictions africaines, et puis il y a aussi du pré-contentieux nécessairement, et qui là peut se faire évidemment de partout. Oui. Et aujourd'hui, parlez-nous un petit peu du cabinet, parce que vous nous avez parlé un peu du positionnement, mais en termes d'effectifs, en termes de bureaux, en termes d'objectifs également, vous en êtes où?
Alors, c'est une histoire qui est merveilleuse et donc c'est d'autant plus un plaisir de la raconter. Donc le cabinet a 2 ans, quasiment jour pour jour, début mai, donc 2 ans et 2 semaines. Donc un cabinet qui a été créé encore une fois par 7 personnes entre Paris et Abidjan. Aujourd'hui, nous sommes 180. Nous avons 8 bureaux. Donc un bureau à Paris, un bureau à Londres, un bureau à Washington, un bureau à Casablanca, un bureau à Abidjan, un bureau à Johannesburg et 2 bureaux au Kenya, un bureau à Nairobi et un bureau à Mombasa. Les choses se sont faites assez naturellement. La réflexion de base était de se dire, si on veut être crédible, il faut pouvoir être présent dans les différents hubs de droit des affaires en Afrique. Et donc, ça nécessitait d'avoir une présence en Afrique du Nord, notamment Casablanca, en Afrique de l'Ouest, Abidjan, en Afrique australe du Sud, Johannesburg, et en Afrique de l'Est, particulièrement Afrique anglophone, au Kenya. Et donc tout ça s'est fait assez, dans le déroulé, et puis ça nous permettait de couvrir déjà les 4 coins entre guillemets du continent, mais beaucoup plus que ça, 2 systèmes de droit distincts, à savoir le droit civiliste et puis la common law, et donc d'avoir des avocats qui sont qualifiés dans les 2 systèmes. Là par exemple à Paris, vous avez un barrister, vous avez un solliciteur, on a le bureau à Londres, et accessoirement aussi, il y avait aussi cette nécessité de couvrir les 2 langues principales du business en Afrique qui sont le français et l'anglais. Et puis au fur et à mesure de tout ça, par exemple on discute avec nos associés kenyans ou d'Afrique du Sud et ils nous disent oui mais nous, quand même, le droit anglais, c'est quelque chose d'important. Bon, donc le droit anglais, c'est important pourquoi ? Parce que, par exemple, les contrats de financement, aujourd'hui, tous les contrats de financement sont soumis au droit anglais. Ça, les Anglais sont parvenus à ce tour de force d'imposer leurs droits de manière brillante. Et du coup, ce serait bien d'avoir un bureau à Londres. Pourquoi ? Parce qu'on a besoin aussi d'avocats de droit anglais étant à Londres. Voilà. Et puis ensuite, la question s'est posée pour les États-Unis. Donc voilà. Donc si vous voulez, aujourd'hui, au bout de 2 ans, 8 bureaux, 180 avocats. À Paris, on doit être, j'ai jamais les chiffres et surtout je m'y perds, je suis très mauvais avec ça, mais on doit être entre 25 et 30 avocats avec une offre qu'on a identifiée comme étant l'offre dont on a besoin pour l'activité que l'on veut avoir et pour les clients que l'on a ou que l'on veut avoir. Et donc, dernièrement, on a eu la chance d'être rejoint par Sandrine Délivré, qui est une prof de droit public et qui est donc notre associée en droit public qui est venue avec son équipe. Auparavant, on avait été rejoint par Noro Toravisi, qui est une grande spécialiste professionnelle du private equity, du M&A, qui a plus de 20 ans. J'ose pas dire 30, c'est une dame, donc il faut toujours avoir un peu de pudeur pour ça. Mais donc, qui a une expérience absolument incroyable là-dedans. On a été rejoint par Isabelle Rouche, qui nous vient de chez Gide et qui a une pratique, vous savez, que vous apprenez quand vous êtes à la fac en droit international public et vous vous dites toujours mais en fait j'apprends ça mais c'est que de la théorie et qui est tout ce qui est contentieux entre États sur des problématiques de souveraineté. Alors moi je me souviens, j'apprenais ça vraiment, que ce soit à l'IHEI ou à Assas. Et je me disais pas, je savais pas que c'était une pratique. Et puis Isabelle a cette pratique. Et puis on a de l'énergie, de l'infrastructure, du financement de projets, de l'arbitrage bien évidemment, du contentieux. Donc on a une palette que l'on veut
large, représentative et qui couvre les besoins que l'on a identifiés comme étant ceux de nos clients ou ceux des clients que l'on veut avoir. Si on reprend un petit peu les chiffres, maître, moi il y a quelque chose qui m'interpelle immédiatement. 2 ans d'existence du cabinet d'avocats, 180 avocats et 8 bureaux présents dans le monde. Comment s'est fait le financement du cabinet? Par le travail, par les clients. Incroyable, franchement félicitations. Alors encore une fois, Rome s'est pas fait en un jour, donc nécessairement tout ça s'étale dans le temps et heureusement. Mais essentiellement par ce qu'on arrive à dégager en activité avec les clients sur le travail. Donc nous en entrepreneuriat on appelle ça du bootstrapping, donc vous avez bootstrappé le cabinet. Bootstrappé, dis donc, ça dès que les terrasses rouvrent et que les dîners reprennent, ça je vais le lâcher, le bootstrapping. Ouais, on a bootstrappé notre cab. Ouais. Donc non, ils sont essentiellement comme ça. Ouais. Ok, bon maître, je vous ai pris un peu de temps aujourd'hui, mais j'ai une dernière question à vous poser. Aujourd'hui, vous êtes associé depuis quasiment 2 ans, 1 an et 9 mois au sein d'Azafo. C'est quoi vos objectifs, vous, personnellement, en termes de développement? Mes objectifs, moi, en termes de développement, c'est pas mes objectifs, moi, c'est plus un objectif collectif. Et pour le collectif, je vais parler du contentieux plus que de parler de moi. À terme, c'est de faire grandir l'équipe. C'est de renforcer la base client et pour ça passe sans doute par une réflexion sur les compétences qui peuvent s'adjoindre à celles de Jacob Grierson qui est mon associé, pardon, mais il pourrait être mon avocat, en arbitrage. Donc on a l'arbitrage, on a le contentieux, on a de la régulation, enfin du regulatory, mais la question de la compliance est une question qui se pose aujourd'hui très fortement. Donc en réalité mon objectif c'est plus celui-là, c'est de développer une grande famille du contentieux dans laquelle il y aura aussi de la compliance, voilà, tous ces sujets-là. Maître Emmanuel Avramesco, je vous remercie pour cet entretien. Ça nous a permis de découvrir le cabinet Azafo qu'on connaît mal. Et je le regrette parce qu'en vous écoutant, je me rends compte que c'est un cabinet qui est en fait très jeune, mais qui est en pleine expansion, qui a grandi de façon maîtrisée, réfléchie, pragmatique et en répondant à de réels objectifs business. Donc félicitations et merci pour cet entretien. Merci à vous, Valentin. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. Pour découvrir tous les contenus qu'Anomia propose, vous pouvez vous rendre sur www.anomia.fr. Vous y trouverez des vidéos, des podcasts, des articles et également nos propositions de formation et d'accompagnement dédiées aux avocats, dédiées au business des avocats. Je vous souhaite une excellente journée et n'hésitez surtout pas à nous contacter. À bientôt.